Bonsoir, bonsoir les amis. Je vous vois comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. Voilà, on a nos amis qui sont ici. Il y a Sylvain Gassa, Henri Zombo, c'est l'habitué qui nous a désertés. Fambeux, André Koumbele, l'ami personnel, Alexis Bouillet-Guémessa. Bienvenue les amis. On fait un petit point. On aurait dû se voir hier pour donner suite aux attendus de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Comme je le vous disais la veille, c'est un flop de la part d'Akere Mouna, parce que tout le monde savait ce qu'il allait advenir. Souleymane Obouba, depuis Ngandere, je salue, à la Rokidjam, frère que je vois avec beaucoup de plaisir également, et j'espère que tout se passe bien là-bas à la maison. On savait ce qui allait se passer avec Akere Mouna, qui jouait de la comédie, parce que Akere Mouna, c'est un allié de Paul Biya. Je l'avais dit il y a 7 ans, ceux qui me suivent s'en souviennent. Les gens du RDPC, je vous ai toujours dit, sont très forts. C'est le chant du cygne. Vous savez, le cygne, c'est le nom de cet oiseau qui, avant de mourir, fait un chant. Il se débat. Et vous pensez bien que les gens qui sont aux affaires depuis 43 ans, qui vivent des prébendes, ne vont pas s'en aller comme ça. Ils vont lutter jusqu'au dernier mot. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que malgré les bonnes intentions des uns et des autres, je n'ai jamais cru en la logique des élections au Cameroun. Souvenez-vous, le Cameroun, c'est un des rares pays à n'avoir pas organisé ou à avoir échappé à l'organisation des conférences nationales souveraines. Paul Biya avait dit que la conférence nationale n'a pas d'objet pour le Cameroun. Rappelez-vous également que ceux qui étaient au Cameroun, moi je n'y étais pas, mais on percevait ces histoires depuis l'étranger, avaient constaté que le maire RDPC de la ville de Yaoundé de l'époque, Emma Basile, copain d'enfance de Paul Biya, avait organisé une marche contre le multipartisme, croyant faire plaisir à Paul Biya. Et Paul Biya les avait repris, pas parce qu'il était un très grand démocrate, mais il savait que ça faisait des ordres. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que, nonobstant le fait d'être un dictateur, Paul Biya de la classe. Il met les formes dans ce qu'il fait. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour que Paul Biya, lucide, en possession de ses moyens, de ses facultés, n'aurait jamais accepté qu'on élimine Kanto. Pas parce qu'il est fou amoureux de Kanto, mais ça fait des ordres. Quand on veut tricher, on y met des formes. Donc, on voit à travers l'élimination de Kanto la patte de Ngongo, la patte de Chantal Biya qui appelle le niveau 4e, qui n'appréhende pas ces choses. Et on a eu des femmes, des dictateurs, qui n'ont jamais mis un seul pied à l'école, mais qui ont appris sur le tas et le tard, et qui savent faire des choses. Jeanne Irène Biya n'était que sage-femme, mais elle a conseillé son mari. Beaucoup de décisions, le peu de choses, pour peu que Biya ait réalisé quoi que ce soit, on doit ça à la clairvoyance de Jeanne Irène Biya, qui est la première dame favorite des Camerounais de tous les temps. Même Madame Germaine Aïdjo n'était pas autant populaire que Jeanne Irène Biya.
Je me souviens, après son décès en 1992, j'avais écrit au président, ignorant ce que je sais maintenant. Sédéco Juanito, bonsoir, bienvenue. Le frère Étienne Maloum, depuis Valencia. Amigo, hola, ¿qué tal? Talakagi, Kentala, Amgaka, Apiagne. Angèle de Bengalé, depuis les Yvelines. On te voit avec beaucoup de plaisir. Et puis, comment ne pas saluer l'infatigable combattante, Karen Vassi, depuis le Canada. On est ensemble, les amis. Donc, nous sommes là ce soir, pas pour aller voter, parce que je n'ai pas changé d'un newton, mais j'avais beaucoup d'espoir lorsque le professeur Canton n'avait pas été écarté, parce qu'à travers lui, on aurait pu faire des choses. Mais ce qu'il nous reste à faire, c'est de dégager cette bande de mafieux avec un bon coup de pied par derrière. C'est tout ce qu'ils méritent. La liste est longue. Vous la connaissez par cœur. Je ne vais pas la refaire ici. Mais ils ont transformé notre pays en terre de satanisme. Mais vous voyez, Cédrico Juanito. Je ne sais pas la formation que vous avez. Je ne sais pas l'âge qui est le vôtre. Je ne connais pas votre expérience. Vous allez soutenir une candidature. Je ne vais pas vous faire en mon Dieu vision. Je ne vais pas avoir la prétention ni l'arrogance de vous faire un cours de sciences politiques magistral en mon Dieu vision. D'abord les fondamentaux. Vous avez 3 types de régimes. Vous avez ce qu'on appelle la démocratie structurelle, c'est-à-dire ce que nous avons en France. Vous avez une démocratie, vous avez des élections libres et tout, mais on n'applique pas ce pourquoi on a été élu. C'est le mensonge, ce qu'on appelle en marketing tromperie sur la marchandise. On salue le frère Maguette Travail que j'accueille avec beaucoup de plaisir, Fambeu également, et Franklin Toté, Kapawa Christian. Donc, je m'adressais à Cédric Juanito. Donc, vous avez ce qu'on appelle les démocraties structurelles, où vous avez les élections, mais on va. En 1993, 93, 94, 95, on a eu la deuxième cohabitation en France. Édouard Balladur, qui s'était engagé à ne pas aller à Matignon, Chirac, qui avait gagné les élections, ne voulait pas y repartir après avoir fait la première cohabitation de 86-88. Balladur arrive à Matignon, nonobstant le fait qu'ils se sont engagés de ne pas aller, il est devenu candidat. Mais c'est Pasqua qui rappelait à Chirac, parce que Chirac et Balladur c'est pas des gaullistes, au sens strict d'obédience. Ce sont des pompidoliens. Ils se sont tous les deux connus au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre, ensuite président de la République. Et c'est Pompidou qui disait, Pasqua le rappelait à Chirac, lorsque Chirac a dit qu'il faisait confiance à Balladur pour aller à Matignon et ne pas se présenter. Et il lui a dit, rappelle-toi de cette maxime de Pompidou, cette maxime pompidolienne. Georges Pompidou disait, quand vous nommez un type Premier ministre, dès l'instant où il traverse le seuil de Matignon, lieu de travail et d'habitation du Premier ministre français, lieu d'habitat traditionnel, dès l'instant où il traverse le seuil de Matignon, la seconde d'après, il commence à penser à l'exil. Et parce quoi qu'il disait, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Je suis toujours en train de répondre au frère Juanito. Balladur domine, il survole les sondages. Et Chirac ne peut pas s'aligner sur le nombre. Ils sont tous deux de droite. Alors, il imagine la fracture sociale, conseillé par le géologue et l'anthropologue Emmanuel Todd. Il est élu sur un programme de gauche, mais qui ne va pas respecter. Alain Juppé est Premier ministre, il y a 1 million de gens dans la rue. Donc, tout ça pour vous parler de ce que j'appelle la démocratie structurelle. C'est-à-dire qu'on respecte les formes, les élections ont lieu, mais simplement, on gagne les élections, mais on n'applique pas ce pourquoi on a été élu. Tromperie sur la marchandise. Et vous avez l'autre forme que vous connaissez très bien, qui est la dictature.
Mais vous avez une autre forme qu'on appelle la démocrature, qui était composée de démocratie et de dictature, d'où démocrature. Mais là, c'est parce que vous avez le regard de ce qu'on appelle la communauté internationale, des engagements que les gens prennent à l'international, dont vous avez peur de leurs yeux, et vous vous dotez d'un vernis de respectabilité. C'est ce que nous avons au Cameroun. Sur la forme, si vous êtes un martien, vous lisez la constitution du Cameroun, c'est un pays démocratique. Il y a pluralité, on va dire quoi, d'institutions antagonistes, des pouvoirs antagonistes. On a l'exécutif, on a le législatif, on a même le Sénat, c'est-à-dire que le Parlement est une chambre bicamérale, avec la chambre haute et la chambre basse, Sénat et Assemblée nationale. On a le Conseil constitutionnel qui joue en arbitre. On a le pouvoir judiciaire supposément libre. Ça, c'est la forme. Mais le fond, la réalité, c'est que le Cameroun est une monarchie. Le Cameroun est une monarchie de droit divin, sans le nom, sans le titre. C'est Paul Biya qui décide de tout. C'est lui qui nomme tous les autres contre au pouvoir. Et Laurent Gbagbo a l'habitude de dire, salut l'ami Jean Chamabé, Michel Kameni, Edgar Roussel Wakampuefo, Champi Kilo, tous les amis sont là ce soir, Tim Kamer, Michel Kameni. Donc, mon frère qui dit naïvement un candidat contre qui? Le président Gbagbo, l'autre me dit Mbote Nayo, Mbote, Sango, comment on dit ça? Mbote Makambo Nayo. Voilà. Donc, le président Gbagbo a l'habitude de dire que le vote dépend de celui qui dit le résultat. On n'organise pas une élection en dictature pour la perdre. Parce qu'une dictature, une des dictatures les plus implacables d'Afrique, où on a un vieux tyran, le dirigeant le plus vieux du monde, encore en exercice et vivant, au terme de 43 ans d'un pouvoir sans discontinuer et sans partage, il va passer le pouvoir à la faveur d'une élection. Quel contrôle? Vous me dites, il fallait choisir un candidat unique. Oui, ce candidat eût été Maurice Kamto, parce qu'il a la légitimité. Vous allez vous aligner derrière quel candidat? Ben oui, Chris Bay, on va s'occuper de Ngongo, ici, sur place, tu sais, direct. Le candidat, Camille Toukam, bienvenue, Frangin. Le candidat qui aurait fait l'objet pour qu'on fasse partie d'IA et qu'on arrange, ce serait Maurice Kamto. Si les Camerounais étaient honnêtes, si les Camerounais n'étaient pas tribalistes. Voilà. Mais vous me dites, on va voter qui? Vous allez prendre Bepou Babel Omagari? Vous connaissez ces casseroles? À plus de 76 ans, c'est lui que vous allez voter? Avec les compromissions. Boubabel Omagari, monsieur Juanito, permettez-moi de vous apprendre qu'il est comptable. Il est comptable du bilan de Paul Biya. C'est le tout premier ministre de Paul Biya. Quand Biya devient président, le 6 novembre 1982, c'est lui qui nomme comme premier ministre. Il a quitté le gouvernement à un moment, il est allé en exil, mais il n'a jamais cessé d'être l'allié objectif de Paul Biya. Si Youfal, bienvenue. Vite 28 Cam, bienvenue également. Quelqu'un dit qu'Emmanuel Emmanuel comment démentir, il ne peut que démentir. Et je vais vous dire, si vous commencez en politique, en langage politique, quand quelqu'un dément, c'est que c'est vrai. Parce qu'on a l'habitude, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait l'habitude de dire, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. On a accusé Kamto de mille et une choses. Il n'a jamais répondu. Il a traité ça avec un mépris. Le plus grand mépris. Parce que ceux qui le connaissent le défendent. Mais quand on commence à démentir, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc vous me dites, Modou, vous n'êtes pas très en retard, on vous accueille avec beaucoup de plaisir.
on commence à peine. Ceux qui me disent, oui, il fallait se mettre derrière, quel candidat? Oui, il lui fallut se mettre derrière un candidat consensuel. Et ce candidat se serait appelé Maurice Kamto. C'est le plus qualifié, c'est le plus légitime, qu'on l'aime ou pas. Et vous me dites, on va... Quel candidat? Lequel? Kabalibi? Issa Chiroma Bakari? Boubabelo Magari? Vous rêvez, les amis. Ne soyez pas des lâches. Ce que vous devez faire, ce que vous devez faire, parce que vous avez l'habitude de m'écrire, grand frère, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qu'on va faire. On va commencer par les petites villes. On va aller dans les prisons. On va libérer les gens qui sont dans cette prison-là. On va les libérer tous. Les gendarmes, les militaires, qui ne veulent pas se ranger du côté du camp du changement, du camp patriotique. Ce sont des cibles légitimes. Chacun d'entre vous sait au moins, moi je m'adresse à ceux qui sont au Cameroun, parce que c'est au Cameroun que ça va se passer, c'est au moins où habite un gendarme. C'est peut-être que c'est votre voisin. C'est au moins là où habite un policier. Il sait au moins là où habite un militaire. Il sait au moins là où habite un douanier. Il sait au moins là où habite quelqu'un de l'ECAM, quelqu'un du Conseil constitutionnel. Nous, on ne parle plus d'élection, les amis. Donc, ne venez pas ici me parler de ça. Vous me perdez le temps. Je ne vais pas vous bloquer, je vais vous répondre poliment parce que je suis bien élevé, sauf si vous devenez discutoire, mais on peut débattre. Mais ici, on ne parle pas d'élection. Vous pouvez en parler et je vais vous répondre avec les arguments que je venais de développer. Mais ici, on est en train de vouloir chasser la dictature. Et on vous demande, aux Camerounais, prenez votre destin en main. Nous sommes gouvernés par des mafieux qui nous ont bouffé notre existence, qui nous ont tué nos vies sur plusieurs générations. 43 ans, c'est pratiquement 2 générations. Ça ne peut pas continuer. On ne parle pas d'élection avec des tricheurs. C'est comme si vous discutez recette de cuisine avec un anthropophage. Vous mangez le taro, vous mangez le ndolé, vous mangez les crevettes, mais quelqu'un d'autre, lui, mange les humains. Pendant que vous lui parlez des côtelettes de porc, lui, il vous parle de la cuisse humaine. Ateba Yene disait qu'il y a une femme qui avait fait une révélation disant qu'un ministre camerounais lui avait commandé du sperme. Le sperme de qui? Pourquoi en faire? Il y a le livre que vous pouvez voir en ligne qui s'appelle 100%. On vous explique comment on égorge les bébés. Lisez Cameroun de Paul Biya, de la française Fanny Péjot, où elle interviewe Achille Mbembe. On parle de la mendication, un terme que je n'avais jamais entendu. La mendication, c'est quoi? C'est la consommation d'organes. La plupart du temps, les organes de nourrissons. Vous consommez les organes crus. C'est pour ça qu'on égorge les gens. Vous voyez que les parties manquent à la peine. Ils mangent des organes crus. À quoi ça sert, me direz-vous? Dans la mystique de la sorcellerie satanique et diabolique, quand vous mangez les organes de quelqu'un, vous captez son énergie. Et une fois que vous captez cette énergie, vous la redéployez sur des adversaires politiques. Et on salue l'ami officiel VM. Et c'est comme ça que ces organes, c'est comme ça qu'on tue les gens. Ils ont paralysé Abel et Yinga comme ça. Abel et Yinga dit dans son œuvre que je vous recommande, il dit, et il y a la française qui a écrit au Cameroun de Pondia, Fanny Péjot, pour ne pas la citer, qui a été correspondant d'un journal au Cameroun pendant très longtemps, qui explique que c'est Abel Yinga qui dit que Jacques Famen Ndongo leur a dit à Ebolova, devant l'ambassadeur de France, que sans les gris-gris, sans les marabouts, sans les sorciers, Paul Biya aurait perdu le pouvoir depuis très longtemps. C'est Jacques Famen Ndongo. Vous pouvez lire le livre au Cameroun de Paul Biya, vous pouvez le commander sur Amazon.
Angelbin vint, le prêtre Angelbin vint. Son corps a été retrouvé sans vie en avril 1995. Quand la police arrive, on pense à un crime crapuleux. C'est-à-dire que les gens venus lui dérober son argent. Le coffre-fort était plein. On n'a pas touché. Mais son cerveau manquait à l'appel. Ils l'ont tué, ils ont ouvert son cerveau. Et le cerveau a été livré à des ventes aux enchères. Ça s'est négocié par millions. Chacun voulait manger un petit bout. Mais qui est Angèle Benvin? Le père Angèle Benvin. Grand historien, en dehors d'être prélat, condisciple des séminaires de Paul Biya. C'est quoi son tort? Il a eu l'outrecuidance, ou alors la témérité, d'aller voir Paul Biya et lui dire, Paul, ce n'est pas ce qu'on nous a appris au séminaire. Il faut arrêter ces rites. Trop, c'est trop. Parce que la maman d'un soldat est venue voir le père Angèle Benvin pour porter plainte contre le colonel Lasso, pas encore général à l'époque. C'est un soldat de rang, ce n'est pas un officier. On l'approche, on lui dit que le président de la République l'a remarqué et qu'il voulait... Le petit est fier, le chef de l'État remarque un soldat de rang. On l'amène à la présidence et dîne avec le président. Et on dit on va l'amener quelque part pour lui donner un cadeau. On l'embarque sur la route de Bafia. À un moment, il y a un cours d'eau. On le livre à un piroguier. Un crocodile va lui ouvrir le ventre et lui bouffer, vider ses intestins de son vivant. C'est un féticheur qui en rend compte à sa mère. Sa mère en parle au père Angèle Benvin, qu'elle s'est proche du président. Le père Angèle Benvin en parle au président, qu'il croit être innocent. Mal va lui en prendre. 3 jours plus tard, on va le retrouver mort. Et on va dire quoi, les théologiens, Jean-Marc est là. C'est pas un Babylécain. Parce que si c'est un Babylécain, on va dire que c'est un complot encore de Babylécain. Jean-Marc est là. Lors de l'homélie à Yaoundé, il s'adresse aux croyants. Il dit, demandez à Paul Biya qui a tué le père Angèle Benvin. Et il appelle. Il interpelle Biya. Paul, qu'as-tu fait de ton frère? Si vous connaissez, si vous avez des méandres d'évangile, ça ne vous rappelle pas la Bible? Adam et Ève avaient 2 enfants. Caïn et Abel. L'aîné, c'était Caïn. Caïn était agriculteur. Et son petit frère, Abel, était berger. Et dans la tradition judaïque, il y a le jour de l'offrande. Quand vous faites l'offrande à Dieu, vous brûlez l'offrande. Et si la fumée va tout droit vers le ciel, ça veut dire que votre offrande a été accordée. Et si la fumée va à gauche ou à droite, ça veut dire que l'offrande n'a pas été accordée, l'offrande a été rejetée. Caïn, c'était quelqu'un de très méchant, égoïste. Il était agriculteur, donc il a choisi une épine de maïs pourrie pour donner en sacrifice. Et la fumée allait à gauche. Dieu n'a pas accepté, Dieu a rejeté son offrande. Son petit frère Abel a choisi le plus bel agneau de son troupeau, sacrifié pour donner à Dieu. La fumée blanche allait tout droit. C'est cette symbolique que nous, les catholiques, nous utilisons pour désigner le pape, qui n'est que le représentant de Saint-Pierre, lui-même représentant de Jésus-Christ sur terre. Alors, fou de rage et de jalousie, noir de colère, Caïn entraîne son frère dans la forêt et lui donne la mort. Et il était dans la maison. D'abord, il entend la voix de Dieu. Caïn, Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Où est ton frère? Caïn lui dit, bon Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Le bon Dieu lui dit, le sang de ton frère crie depuis la terre des hommes jusqu'au moi.
quand tu fais de ton frère. Il se cache dans la forêt et il y a un œil qui le regarde. C'était l'œil de Dieu. Il court, il va chez lui dans la maison, il se barricade à travers le toit, il voit l'œil de Dieu. Caïn, Dieu est partout. Tant que tu ne nous diras pas là où est passé ton frère. Il est devenu fou, il est allé se noyer parce qu'il voulait se cacher dans la mer. C'est cette métaphore que Jean-Marc Ella a utilisée lors de l'homélie à Yaoundé, en interpellant bien Paul, quand tu fais de ton frère, en Gilbert, le pauvre, il est allé en exil. Il est mort en exil au Canada, je crois, en 2008. Donc, ces gens ont beaucoup tué. Ils ne peuvent pas quitter le pouvoir comme ça. Qui a tué la secrétaire de Marafa? Qui a tué Jean Irambia? Qui a tué le père Mbassi? Et beaucoup d'autres avocats. Qui a tué Monseigneur Yves Plumet? Qui a marié mes parents? Il a baptisé ma mère et il a marié mes parents en Gandéré. Ils l'ont tué, étouffé, le type déchiré. On a vu ses ongles, c'était plein. Ils l'ont étouffé, il n'arrivait pas à respirer sur lui. Il tirait les meubles, il tirait, il y avait du sang dans ses ongles. Il s'est débattu jusqu'à la mort. Monseigneur Yves Plumet. Il est arrivé au Cameroun avant ma naissance. C'est lui qui a marié mes parents. C'est lui qui a baptisé ma mère. Avant Kayidjo, 20 ans avant, 15 ans avant Kayidjo ne quitte le pouvoir, on ne pratiquait plus la peine de mort au Cameroun. Biya arrive au pouvoir en 1982 et 5 ans plus tard, il pratique la peine de mort sur les accusés ou les assassins présumés de Bondo. Pourquoi est-ce qu'il leur donne la mort? Bondo a été tué sous Aïdjo. Biya arrive au pouvoir en 82. Quelle urgence avait-il d'exécuter 5 assassins présumés, les coupables présumés de l'assassinat de Bondo? Tout simplement parce que le jour de l'assassinat de Bondo, Paul Biya et Jean-Iran Biya étaient dans le salon de Bondo. À l'époque, Biya fumait des cigarettes d'Ambier, faut-il du Nil en français, qu'on a retrouvé. Un jour, je vais vous faire un direct spécifiquement sur l'assassinat de Bondo. Pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Pourquoi est-ce que Paul Biya, qui était Premier ministre, était impliqué dans cette histoire? Donc, ces gens ont tué André Koumbélé. Je ne sais pas de quelle époque vous parlez, mais de mon époque, le patron du responsable du collège Mazenot s'appelait Guincha, le père Guincha. J'étais à ses obsèques à Marseille en 2019. Il est mort à Marseille en 2019, mais le directeur du collège de Mazenot, c'était le père Guincha. Et il était assisté de Charles Loiseau, qui était le directeur, et il y avait même, c'était à Tangana là-bas. Ça, c'est de mon époque. Peut-être que vous avez raison, mais de mon époque, Yves Plumet ne s'occupait pas de ça. C'est le père Guincha qui s'en occupait. Donc, s'il y a des anciens de Mazenot ici, ils vous diront. Donc, ces gens ont beaucoup tué. Depuis, on ne pouvait pas laisser. Moi, je vous avais dit ça. Et ça ne me plaît pas de venir vous dire, que j'avais raison. Nous sommes dans le même bord. La seule raison qui vaille, c'est la libération de notre pays. Je ne veux pas partir pour des études. Pourquoi le disais-je? Pour plusieurs choses, des choses pratiques, simples. Vous prenez quelqu'un comme Ngongo. Paul Biya sait que Ngongo couche avec Chantal depuis 2016. Il le sait. Chez les bêtis, quand tu as un certain âge, à partir des 80 ans, on te trouve une jeune femme. Il y a un terme en Ewondo, on appelle ça le bâton du vieux. Voilà. Donc, tu ne regardes pas les aspects sexuels.
Parce que Paul Biya, à son âge, il ne bande plus. C'est que des polichinelles. Chirac disait que le crayon ne se lève plus. Parce que c'est une affaire de nerfs. Et c'est normal. Si nous avons la grâce de vivre jusqu'à cet âge-là, c'est le sort qui nous attend à nous tous. C'est comme la mort. Mais simplement, il faut se respecter. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller se marier à des filles qui ont l'âge de vos enfants. Parce qu'à un moment, on aura un problème. Ngongo, on a vendu une dichotomie à Biya, mais Biya savait, il n'est pas bête. Il a toujours fait ça, c'est son domaine de prédilection. Depuis Aïdjo, Biya a toujours fait l'âne pour brûler le foin. Il est très fort dans ça. Il a toujours su que Ngongo couchait avec sa femme, mais lui, il n'appartient plus à ces choses. Il est ce qu'on appelle le garde-manger. On lui avait dit dans un premier temps que Ngongo était le cousin de Chantal. C'est la propre maman de Chantal. C'est la propre maman de Chantal qui a dit à Biya que non. C'est lui, là, son village est à 57 km du nord. On n'est pas parenté. Parce que Rosette, la maman de Chantal Biya, n'a jamais lié l'ingrata méchanceté du père de Ngongo à son endroit. Donc, elle disait les choses. Et elle a vu en Paul Biya la figure tutélaire d'un fils qu'elle n'a pas eu, ou le fils qu'elle aurait voulu avoir. Et Paul Biya a vu en elle, sincèrement, la figure maternelle d'une maman qu'il aurait voulu avoir. Et c'est pour ça qu'elle a dit, voilà, si je meurs, Paul, commentaire envoie mes cas chez toi. Elle y est enterrée. Donc, Adja, si ils ne lui ont rien fait, Adja est dans la même situation que Alice Fauchivet. Je n'ai pas pensé vous télécharger ça, mais je le ferai. Alice Fauchivet, que je connais très bien, la femme, la plus jeune épouse de Fauchivet. Je la connais très bien pour la simple et bonne raison que son petit frère et moi allions dans le même collège à Fouman, le collège de Fauchivet en l'occurrence. Si vous êtes de Fouman, vous avez certainement entendu parler du collège de la Révolution verte. C'était un collège qui appartenait à Fauchivet. Et j'y suis allé dans ce collège avec le petit frère de la femme de Fauchivet, qui s'appelle Koutou Nouroudine. Voilà, nous on l'appelait Nouri. À un moment, il a travaillé à la CRTV, il a dû faire de la prison avec Médosé, etc. Toujours du fait de Chantal Biya. Donc lui, il est devenu une victime collatérale. Mais Ngongo va apparaître à cette époque. J'ai entendu des gens dire que Ngongo était le coursier de René Sadi. C'est pas vrai. Ngongo était coursier, c'est vrai. Mais il n'était pas coursier de René Sadi. Il était le coursier et homme à tout faire de Martin Belinga Eboutou. Martin Belinga Eboutou est diplomate. Mais Nations Unies, je cherche à vous sortir ces photos si le système me permet. De l'époque où Martin Belinga Eboutou était stationné à la délégation camerounaise des Nations Unies, Ngongo était son bon petit. Oui, Ngongo était son bon petit. Je parle de Martin Belinga Eboutou. Alors, je vais voir si j'ai des photos ici pour vous. Alors, on regarde ça très rapidement. Voilà. Alors, regardez cette époque. Vous voyez comment il est fagoté. Un vrai villageois, un broussard. Et vous voyez la veste qu'il porte, c'est une soutane. C'est ce que les Sawa appellent Kabangondo. Voilà. Il va porter un costume qui ne lui va pas. C'est-à-dire, il y a 10 personnes qui peuvent rentrer là. Donc, c'est un petit coursier. Donc, c'est à cette époque que, d'abord, il avait des prédispositions de traite. Martin Belinga Eboutou, je vous ai expliqué l'autre jour, a giflé Chantal Biya. Donc, il a giflé devant le président. Pourquoi? Chantal est devenue en mariage avec 2 enfants d'un précédent lit.
Elle a fourgué ses enfants au président, elle lui a imposé, ce qui est normal chez nous les Bantous. Quand Eboalotin disait que c'est à l'homme qu'appartient, lorsqu'il parlait des maris qui se font cocu. C'est une chanson que je vous recommande. Vous allez sur YouTube, vous tapez Eboalotin et vous marquez le mariage aujourd'hui. Il disait, aujourd'hui, quand vous vous mariez, la femme veut le divorce et le cercueil comme bonus. Dès les premiers jours, il faut lui demander de vous réserver la période matrimoniale. Il dit, vous arrivez chez des amis, l'homme est beau, comme un ange, la femme aussi est belle, mais vous trouvez les enfants ont le nez comme le fagot de bois et la tête comme le mont Kilimanjaro. Tu lui demandes au gars, en bon, il dit, en ben, ce sont tes enfants, il dit, ouais, Nagbasone, en Douala, ça veut dire, on fait comment? C'est à l'homme qu'appartient la poule, qu'appartient les poussins. Ou alors, c'est à l'homme qu'appartient la chèvre, qu'appartient les chevreuils. Donc, c'est dans cette logique que quand tu épouses une femme qui a eu des enfants d'un précédent lit, tu épouses, les enfants sont les tiens aussi. Donc, elle est venue en mariage avec les enfants d'un premier lit. Mais elle fait comme l'autre jour, je vous ai fait la métaphore de ce qui s'est passé à Rome, où l'empereur Claude épouse sa nièce Agrippine, et Agrippine la jeune, par distinction à l'Agrippine la mère ou à l'Agrippine l'aînée. Lui, de son premier mariage, il a eu 2 enfants, Britannicus et Octavie. Mais logiquement, son héritier légitime, c'est son fils biologique, Britannicus. Mais Agrippine, qui est ici dans le rôle de Chantal Biya, va imposer à Britannicus, ou plutôt à la fille, à Octavie, d'épouser son fils bâtard, Néron. Et Néron va prendre la place de Britannicus qu'il a pris le soin d'empoisonner en amont. Donc, nous sommes dans le même cas de figure, où au début Chantal veut écarter Franck Biya pour mettre ses enfants. Ses enfants suivent le président partout. Et on a l'impression que ces enfants sont les enfants biologiques du président. Donc, un de ces enfants va voir le président pour lui dire, papa, c'est mon anniversaire, etc. Le président l'envoie voir le directeur du cabinet civil. Parce que le directeur du cabinet civil, dans la nomenclature présidentielle, Aïdjo l'avait voulu comme le directeur particulier du président, le secrétaire particulier du président. Parce que le premier a occupé ces 2 postes de façon conjointe et concomitante. C'était Christian Tobiko, qui a fréquenté avec Aïdjo. Je vais vous lire un passage tout à l'heure. Salut le frère Maïbélé, Champikilo, la Reine Blanche qu'on accueille avec beaucoup d'amitié. Donc, l'enfant va voir le président pour lui dire, papa, c'est mon anniversaire. Le président l'envoie voir le directeur du cabinet civil, Martin Bellinga et tout. Il lui dit, écoute, fiston, va, tu me fais une liste de tout ce dont tu as besoin et je mets à ta disposition. Il rentre voir le président. Il dit au président, le vieux papa, là, il ne veut pas. Le président lui dit, d'abord, tu n'appelles pas le vieux papa. C'est mon directeur du cabinet civil. Je vous ai toujours dit que Paul Biya, c'est un dictateur, mais il a de la classe. Formé à l'ancienne. Il y a des choses qu'il n'accepte pas. Je vous ai dit, mon ami Jean-Marie Atangana Mibara, quand il a été nommé secrétaire général, le président l'appelle pour lui donner des instructions. Il dit OK, OK. Le président lui dit, vous savez, monsieur le ministre d'État, OK, ce n'est pas un langage administratif. Voilà. Il va voir Marafa. Marafa lui dit, non, vous lui dites bien, monsieur le président. C'est compris, monsieur le président. Notez, monsieur le président. Donc, il a un peu d'allure. Et faisant le parallèle avec ce qui s'est passé aux Zaïre, parce qu'il y a dictateur et dictateur. Vous prenez Kabila, Laurent Désiré Kabila, un ancien bandit qui prenait des gens en otage. Il a été soutenu par les Rwandais, les Ougandais, les Américains, les Anglais, parce c'est pas parce qu'on aimait lui, mais on voulait se débarrasser de Mobutu. Mais lui, il était la caution nationaliste pour empêcher les gens de parler d'émission. Parce que c'est une question de souveraineté. Mais lui n'avait pas de méthode. Il se promenait avec des sacs d'argent. Alors que Mobutu, tous ceux qui l'ont fréquenté, vous allez chez Mobutu, il avait de la manière. Donc, Biya, c'est un dictateur, mais un dictateur qui a de la classe. Je vous ai dit, Biya
Lucie n'aurait pas accepté qu'on écarte Kanto, quitte à tricher l'élection, mais pas comme ça. Ces méthodes du quartier là. Donc, il lui dit au petit, il dit, écoute, d'abord, ce n'est pas le vieux papa, c'est mon directeur de cabinet civil. Voilà. On fait beaucoup d'études pour arriver là. Il gère les affaires de l'État. Donc, le président appelle Martin Bélinger. Il lui dit, Martin, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, Excellence, voilà, le petit est venu m'expliquer, voilà ce que je lui ai dit. Le président dit, bon, d'abord, il n'y a pas d'anniversaire. Donc, Chantal, il est fâché, elle traite Martin Bélinger et Boutou de pédé. Et il a giflé. Donc, Ngongo, que Belinga et Boutou a introduit, va jouer au traître, va dire de mauvaises choses. D'ailleurs, celui qui livre les secrets de Martin Belinga et Boutou à Chantal, et il va monter en grâce. La maman de Chantal n'aime pas ce genre de choses. C'est une femme à l'ancienne. Elle explique au président que dans les faits, ils ne sont pas parentés. Le village de Ngongo est situé à 57 km. Ils n'ont pas de lien de parenté. Et il commence à sortir avec elle en 2016. L'entourage le sait. L'autre jour, il a eu la dispute avec René Sadi. Parce que ce qu'il est en train de faire, il dit agir au nom du président, c'est faux. Et René Sadi lui a dit, mais vous prenez pour qui? Il y a 40 ans, lorsque nous étions autour du président, vous n'étiez pas là. Je n'avais jamais entendu parler de vous. Mais vous prenez pour qui? Parce que René Sadi, ce n'est pas n'importe qui. Je vois partout sur ses biographies, on dit qu'il est né à Mao. Non. René Sadi est né à Yoko. Il est né à Yoko, mais à double titre. C'est quelqu'un que Biya respecte. Biya le respecte. Pourquoi? D'abord, René Sadi, c'est un babouté. Encore appelé Boum Boum. Les baboutés sont les autochtones de la ville de Ngaoundéré. Ce sont des ascendants des Tikars. Parce que l'appellation des Tikars est une déformation du Mumboum. Tinkala Dje, va-t'en d'ici. Il y avait le roi Balaka qui était à Ngaha, 65 km de Ngaoundéré. Il surprend, nous sommes aux environs du 12e, 13e siècle. Il surprend un de ses fils en train de faire l'amour avec la plus jeune de ses épouses. Vous voyez les papas qui épousent les filles comme les Chantal il y a 40 ans d'écart, et la femme à l'âge de ton fils. C'est pour ça qu'on dit que Chantal elle a eu une nuit de flirt avec Franck. Et c'est pour ça qu'Elie Hazard, l'ex-femme de Bolivar, ne voulait pas. Mais l'autre l'a fait tuer pour cela. Donc ce chef, le chef Baraka, il surprend son fils qui s'appelle Claude, qui est l'ancêtre éponyme des Tikars, en train de faire l'amour avec sa plus jeune épouse. Fâché, il lui dit en babouté, Tinkala Dje, c'est-à-dire va-t'en d'ici ou fous le camp. Tinkala Dje. C'est cette déformation de mot qui va donner Tikari, qui va donner le mot Tikar. Donc, Claude, avec les uns et les Mboutés s'en vont, ils vont s'installer. Donc, les baboutés, ethnie à laquelle appartient, ou alors le mot, ethnie à laquelle appartient René Sadi, ce sont les ancêtres des Tikars. Donc, il y a eu deux divisions. Allant chercher de l'eau, les Tikars se sont perdus. Il y a un groupe qui est resté à Bankim. Ils arrivent à Bankim, qui n'est pas le ville. Si vous allez à Bankim, il y a deux chefs. Donc, quand ils arrivent à Bankim, ils sont précédés. C'est-à-dire que ce sont les descendants des Baboutés, que vous appelez trivialement les Tikars. Mais il n'y a pas une langue Tikar. La langue Tikar n'existe pas. Quand vous voyez des gens qui vous disent, voilà, je parle Tikar, non, le Tikar n'existe pas en tant que langue. Parce que les Tikars ont été assimilés par les peuples qu'ils avaient conquis. Quand ils arrivent à Réfon, actuellement Kim, ils sont précédés par leur réputation de guerriers. On leur confie l'administration militaire du village. Donc, si vous allez à Bankim, un Tikar de Bankim ne peut pas vous donner des cours d'eau, il ne peut pas vous donner des forêts, il peut vous donner toutes les terres que vous voulez, mais il ne peut pas vous donner. Parce que vous avez à Bankim le chef des Tikars, et vous avez, parce que tous les habitants de Bankim ne sont pas des Tikars.
vous avez les Tika, c'est-à-dire que les descendants des Mbou chassaient avec le vocable des Tika indien, qu'on appelle les Tika par déformation, et vous avez ce qu'on appelle les Tumu. Voilà. Et c'est la langue Tumu que parlent les Tika. Parce qu'arrivant sur place, ils ont épousé les femmes et l'éducation des enfants était confiée aux femmes. Et ils ont épousé la langue des peuples qu'ils avaient pourtant conquis. Comme ce qui s'est passé avec l'Empire mongol, un empire très puissant qui allait jusqu'aux confins de la Sibérie, jusqu'en Afrique du Nord. C'est de là où vous allez trouver l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Mais c'est un empire qui s'est écroulé parce qu'ils se sont laissés assimiler par les peuples qu'ils avaient conquis. Et c'est ce qui a fait la différence avec la Chine, qui était contemporaine de l'Empire romain, mais la Chine a su se relever à cause de l'homogénéité de sa culture et de sa langue. Ce qui est le cas des Bamileke au Cameroun. C'est pour ça que tous les anthropologues vous disent que dans 100 ans ou dans 200 ans, si vous ne faites pas attention, il n'y aura que des Bamileke au Cameroun à cause de l'homogénéité de leur culture, etc. Et c'est la même chose, la Chine a réussi à faire ça. Mais c'est une parenthèse. Donc René Sadi est le seul, quand il y a le feu à la maison, il peut parler au Tika, il peut parler au Babouté, il peut parler au Bamileke, parce que les Bamileke, partis d'Égypte au IXe siècle, ont été aperçus dès le XIIe siècle sur la plaine Tika. Ils sont voisins avec les Tika. C'est. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors, j'ai appuyé un mauvais bouton. Les amis, il faudra que je me fasse à la technique. Donc, René Sadi, c'est quelqu'un de très important. Il a dit à Ngoro, je ne suis pas dans les considérations de cul. Alors, il n'a pas dit plus que ça, mais quand on comprend le français, ça veut tout dire. Donc, c'est une pièce indispensable. Il peut parler souverainement au Tika, il peut parler au Bamileke, parce que c'est de Bankim, de Rifoum, que partent les Bamileke, notamment l'héritier du roi unique des Bamileke. Parce qu'à cette époque, les Bamileke n'avaient pas plusieurs rois. Aujourd'hui, vous avez le roi Babadjou, vous avez le roi Damenjin, vous avez le roi Balais, vous avez le roi ceci. Mais les Bamileke, ils avaient un roi unique qui s'appelait Ndé. Mort et laisse un testament en faveur de son fils aîné qui s'appelait Yendé. Mais Yendé, c'est un chasseur. Il n'est pas intéressé par les questions d'héritage, du gouvernement, etc. C'est là où intervient l'anthropologie socio-structurale qui étudie les bases de la gouvernance traditionnelle, l'accession au pouvoir, la transmission du pouvoir, les héritages et tout ce que vous voulez. Lui, il n'est pas intéressé par ça. Il aurait été le premier à occuper le pays Bamoun s'il avait voulu. Mais lui, c'était un pacifique. Quand il arrive au Noun, dans le Noun, il n'y a pas les Bamouns. Parce que les Bamouns n'existent pas. Les Bamouns vont être créés à partir de 1394 avec l'arrivée de Charlien, qui est son petit frère. Mais les peuples qu'il trouve là-bas, ce sont les Pambins, mais avec les Banens. Beaucoup de gens l'ignorent, mais les Banens sont parmi les premiers habitants de la ville de Fouman. Ils sont partis, mystérieusement, on entend dans ces régions, on ne sait pas pourquoi. Donc, lui, Yendé, il ne veut pas faire la guerre parce qu'il trouve des populations de gens là-bas. Donc, il va jusqu'à Bafoussam. Ce qui est devenu Bafoussam aujourd'hui. Nous sommes en 1360. Il crée là-bas le premier groupement Bamileke. Après, il y a des problèmes avec Balin. Parce que quand il meurt, il laisse un testament. Mais il laisse un testament qui est contesté par un de ses enfants, parce que quand il meurt, ce fils qui chassait comme lui n'est pas là. Donc quand il revient, son frère dit, voilà, papa est mort, et on m'a désigné. L'autre dit, non, je ne reconnais pas ça. Donc il ramasse les crânes des guerriers, des chefs guerriers Tika qui sont venus mourir à Bafoussam. Et donc il prend le crâne et il va à Balai. Il s'installe là-bas. C'est pour ça qu'il y a une vieille querelle entre les Bamileke
Il y a ceux qui disent que Balin est le premier groupement Baniéké. D'autres disent non, au contraire, c'est Bafoussam. Mais ceux de Bafoussam ont raison. Mais ceux de Balin ont aussi raison parce qu'ils ont emporté les crânes des guerriers. Et conjointement, ils vont aller conquérir Banjul, Ladjo, qui est un marché. Mais il y a des alliances là-bas. C'est pour ça que le roi Banjul ne peut pas être intronisé sans la présence du roi Balin. Mêmement, le roi Balin ne peut pas être intronisé sans la présence du chef Banjul. Mais ni le chef Bafoussam, ni le chef Banjul, ni le chef Balin ne peuvent être intronisés si on ne va pas chercher de l'eau à Bankim, l'endroit s'appelle Semsem, pour faire la toilette. Pourquoi est-ce qu'on va chercher de l'eau là-bas? Je n'ai pas oublié nos sujets, les amis, mais bon, je me suis embarqué dans une parenthèse, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. J'espère que ça ne vous dérange pas, les amis. Pourquoi est-ce que on va, pour l'intronisation, pour la toilette de l'intronisation du roi Bafoussam, Banjul et Balin, pourquoi est-ce qu'on va chez les Tikars chercher de l'eau dans un endroit qui s'appelle Semsem? Tout simplement parce que il y avait là-bas un vieux roi qui ne voulait pas mourir. Il a vu ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Tous ces gens, lui ne vieillissait pas. Nous avons eu la même situation ici au Royaume-Uni avec le prince Charles, parce que sa maman a gouverné 70 ans. Lui, il accède au trône étant très vieux. On se demandait si la reine allait un jour mourir. Le roi est mort, vive le roi. Le roi, ce roi commet au Tika et au Baniéké, en tout cas au peuple Grassfield, parce que je ne vous ai pas parlé des Banso. Il y avait Yende, celui qui a fait le groupement Baniéké. Il y avait son frère Charien, qui va faire en 1394 le royaume Bamou. Mais il y avait le sœur, Ngunso ou Ngonso, qui va aller en pays anglophone. Banso, Nkambe, Njakiri, tous ces endroits-là, Ndop, etc. Donc, ce roi qui est leur ancêtre éponyme à tous, il ne veut pas mourir. Et un jour, il surprend la conversation entre ses arrière-petits-fils. Mais ce vieillard ne veut pas mourir, pourquoi? Il était très malheureux. À 3 heures du matin, il réveille un de ses petits-enfants qu'il aimait bien. Il lui dit, écoute, accompagne-moi. Ils s'en vont dans un endroit qui s'appelle Semsem. Ils arrivent là-bas. C'est un endroit où les éléphants passaient pour aller boire. Et ils font des trous. Vous voyez les pattes des éléphants. Et quand il pleut, ces trous retiennent de l'eau. Donc, le grand-père arrive, il demande à son arrière-petit-fils de se mettre sur la colline et de l'attendre. Donc, il s'assoit. Il était vêtu d'une peau, en guise de culotte, d'une peau d'animal, une peau d'antilope, et il enlève une poudre qui déverse partout sur ces trous, et l'eau commence à sortir de ces trous où il y avait des empreintes d'éléphants. À un moment, l'enfant, il ne voit plus. Grand-père, grand-père, c'est devenu un lac. Il court, il va au village. Il dit, mais j'étais avec grand-père, il m'a dit de m'asseoir sur la colline, et à un moment, je ne l'ai plus vu. Il a disparu sur de l'eau. Cet endroit existe jusqu'aujourd'hui. C'est à 9 km de Banki. L'endroit s'appelle, enfin, le village s'appelle Mvumba, c'est-à-dire les graines de la chefferie, mais le cours d'eau s'appelle Semsem. Je ne sais pas si j'ai une image ici. Le jour qu'on intronisait le roi de Bankim, dans les années 80, les amis, si j'ai ça, je vais vous montrer. Voilà, je pense que j'ai l'image. Voilà l'image. Alors, celui que vous voyez au milieu, c'est Ga Ibrahim II. C'est le roi de Bankim, les Tikars de Bankim. Et là, ils sont dans cet endroit, Semsem, là, on venait de l'introniser, et tous les chefs Grassfield doivent y aller, dans cet endroit-là. On parlera de ça un jour en détail si ça vous intéresse. Donc, on ne pêche pas là-bas. Si vous pêchez un poisson là-bas, ça sera un poisson sec, un poisson fumé. On ne pêche, il y a beaucoup de poissons là-bas, etc. Donc, quand on intronise le chef Bafoussam, le chef Banjul ou le chef Balin, c'est là-bas qu'on vient chercher de l'eau pour la toilette
d'intronisation royale. Voilà, donc, tout ce sujet relancé, moi, on fera des directs distincts. Mais le but de notre conversation ce soir, ce n'était pas ça. Mais je vous parle de ça parce que j'ai pivoté sur René Sadji. Donc, pour vous dire que Ngongo ne peut pas. Parce que s'il s'attaque à René Sadji, on ne parlera plus de lui. Parce que chez les Babouté, chez les Moum, les Tikars, on parle directement aux esprits. On n'a pas besoin de tuer des gens pour ça, parce qu'il y a des gens à qui on a donné une vision, mais à condition d'observer un certain comportement. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça s'appelle les lois de... Personne ne vous mettra en prison. Mais il y a les lois de la nature. Vous payez ça au centuple. Vous allez là-bas avec la photo de quelqu'un pour lui faire du mal. Le type, le guérisseur, va vous dire, mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Est-ce que vous êtes sûr que vous ne lui avez rien fait, vous? Parce qu'une fois que je vais lancer les choses, je ne peux pas y revenir. Donc, on ne peut pas comprendre. Beyoncé, là où il se cache, ça va mal finir. Parce qu'il a hérité de ce pouvoir en comptabilisant sur la malédiction. Ahidjo était encore le président du parti, l'UNC, ancêtre du RDPC. Biya est en France, la maman d'Ahidjo est morte. Tout le monde va voir la mère d'Ahidjo. Mais Biya ne va pas. Parce qu'un féticheur nordiste lui a dit, écoute, si tu as obtenu le pouvoir par la ruse et tu t'en vas aux obsèques de la maman d'Ahidjo, tu ne reviendras pas de là. C'est un marabout du Nord qui lui dit ça. Et qui lui dit, écoute, si tu as trempé ta main dans la mort de quelqu'un, d'un de tes collaborateurs, et tu vas à ses obsèques, tu n'y rentreras pas. Donc, bien sait comment il va finir. Ahidjo, les derniers jours à Paris, si vous lisez les mémoires de on accueille la combattante Léona Matona, si vous lisez les mémoires de Christian Tobiko, les derniers jours à Paris, il ne parlait pas. Il ne se sentait pas très bien. Il a dit à sa femme, je ne vais pas passer l'hiver en France. Ils sont rentrés au Sénégal où il est mort. Mais les derniers jours, il s'est rappelé du message qu'avait laissé Ernest Wandi. Tu me tues, oui, je vais mourir. Je vais mourir sur la terre de mes ancêtres. Toi, tu vas mourir en exil. Ton âme ne sera jamais en paix. C'est ce qu'Ernest Wandi dit. C'est public. C'est pas moi qui l'invente. Vous livrez les mémoires de Fauchibé. 15 janvier 1971. L'histoire finit toujours. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire est le lieu du déploiement de la raison universelle. Jean d'Ormesson disait quand tout est fini, il reste l'histoire. Vous pouvez tricher, il y a les choses que les Sawa appellent Mamboma Wase, les choses de la terre. Les choses de la terre. Mais au-delà de cela, il y a une justice divine. Vous avez vu, ils ont écarté Kanto. Il n'a pas fait d'histoire. Il s'est retiré. Ça ne va pas s'arrêter là. Parce que l'histoire suit son cours. Achille Mbembe, il n'est pas américain. C'est un Bassa. Un grand historien, nationaliste. Achille Mbembe dit le fait d'écarter Kanto, c'est la manifestation stupide du tribalisme. Et c'est ça qui va nous perdre. C'est ça qui va nous perdre. Ça nous fait beaucoup de mal, le tribalisme. Et puis le tribalisme anti-bamileke. Par jalousie du dynamisme des Bamileke. Tout le monde est habité par ça. Quand vous entendez un projet comme le libéralisme communautaire, c'est quelque chose qui vise les Bamileke. On n'est pas des enfants. Le tribalisme communautaire, c'est une façon de dire que chacun rentre chez lui. C'est qui est à contre-courant
de ce que Paul Biya appelle le libéralisme communautaire. Parce qu'Haïtio prônait l'unité nationale. Biya arrive et dit, nous avons dépassé le cadre de l'unité nationale, nous allons faire l'intégration nationale. Traduction, chaque Camerounais, à travers l'étendue du territoire national, est chez lui au Cameroun. Mais le fédéralisme communautaire est l'exact contraire du libéralisme communautaire. Fédéralisme communautaire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez, vous venez chez moi dans le Mayo Bagno, dans la Damawa. Vous allez trouver, allons même loin, allons plus loin, allons dans le Noum où je suis né. Vous allez à Koutamba, vous allez trouver là-bas des Bamou, vous allez trouver là-bas des Bendike, mais vous allez trouver des Bororo. Il y avait un chef qui s'appelait Mounjos, je ne sais pas s'il était à Didango. C'est dans les environs. Ils sont de là. De tout temps, ils sont de là, sur plusieurs générations. Vous venez chez moi, dans le Mayo Bagno, vous allez trouver en dehors des Tika, des Bamiliki qui sont là-bas depuis des années. Vous allez trouver les Kakayamba, qui sont originaires du nord-ouest, mais qui sont installés là-bas, qui vivent en bonne intelligence. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur dire, écoutez, moi, quand je suis reparti au Cameroun, il y a pratiquement 20 ans, il y a un papa, nous on l'avait appelé Femme Grâce. C'est le chef de la communauté anglophone de mon village, les Kakayamba. Mais je suis né entre leurs mains, parce que au machin, il a fait tuer un bœuf, que voilà, notre fils est revenu. Mais nous sommes allés à l'école avec leurs petits-enfants. Donc demain matin, je vais lui dire, voilà, Cabral Lébi a décrété fédéralisme communautaire, vous partez chez vous. Mais il n'y a pas un seul département, je vous mets au défi de me citer un seul département, quel que soit l'endroit au Cameroun, habité par une seule tribu. Il n'y a pas. Et tout le monde est venu de quelque part. Si vous lisez la biographie officielle de Paul Biya, Paul Biya, c'est un étonne, parce que beaucoup de gens pensent que Biya, c'est un boulot. Paul Biya, c'est un étonne. Son père était, il est étonné par sa mère. Son père était Yezou. Donc les Yezous sont venus de la Damawa aux environs du 15e siècle. Ils ont un lien avec les Tikars, avec la traversée. Là aussi, si ça vous intéresse, je vous ferai un lien, un truc distinct. Vous allez voir que je vous ai parlé de Toum tout à l'heure. Je vais vous parler de l'origine du mot boulou, qui en tika veut dire les autres. Je vous parlerai de tout ça un jour. Mais restons sur le cas de Biya. Par son père, il appartient au clan Yezou, qui sont originaires de la Damawa depuis le 15e siècle. Par sa mère, il est Yétotan. Oui, ils sont installés dans le Djaïlobo, mais ils ne sont pas de là. Les Yétotan, c'est le versant éton des étoudis, parce que les étoudis sont à Yaoundé, mais ils ne sont pas les Yaoundés. Ce sont des étons également. Donc, Biya a pour papa un Yezou, et il a pour maman une Yétotan. Et les Yezou, leur patrie, c'est Nanga et Boko et tous ces endroits. Mais s'ils sont dans le Djaïlobo, ce sont les immigrés là-bas. Et c'est pour ça que les voyants disent on n'a pas pu réussir le coup d'État du 6 avril 1984 parce que Biya et Etoudi, les Etoudi sont les cousins des Yétota. Et dans la tradition Béti, on va dire quoi? Et quand on ne tue pas un enfant dans sa famille maternelle. Parce qu'à Etoudi, Biya est dans sa famille maternelle. Parce que les Etoudi sont les cousins des Yétotan. Donc lui-même n'est pas boulot, même s'il est installé en pays moitié Nanga, Yezou, et moitié Yétotan, c'est-à-dire Eton. Donc, Eleonore me dit que quoi, j'ai vu Blériot dire que quoi, ça voulait dire des idiots, il ne connaît pas, bon, je ne pourrais pas intervenir là-dedans,
Quoi, c'est les autres qui sont en haut. Même parmi les Bamileke, il y a une expression pour dire, si vous êtes des Bafoussam, si vous êtes des Bamileke de Bafoussam, appelle ceux qui ne sont pas des Bafoussam des Djika. C'est pas péjoratif. Vous venez au nord, ceux qui sont de l'autre côté de la, qui les sudistes, on les appelle les gars Mayo. Mayo, c'est un cours d'eau, c'est-à-dire les gens de l'autre côté de la rive. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà. Donc, quand les Bamileke disent on quoi, c'est pour désigner les gens qui ne sont pas, qui sont étrangers à eux. Les gens d'ailleurs. Les Bamoun disent la même chose. Si vous allez chez les Bamoun, comment est-ce qu'ils désignent les Bamileke? Pankoutou. Les gens d'en haut. Pas sur le pluriel. Et c'est pour ça que je vous ai dit que l'appellation Bamileke est une déformation. Parce que les Bamileke, on les appelle les Pableuk. Mais ce sont les colons qui ont transformé le PA en BA. Parce que si vous parlez Bamileke, quelqu'un va te demander les gens de Londres. Un Bamileke va te dire pas Londres, pas Paris. Donc le mot bas n'est pas Bamileke, c'est une déformation. Pas Bafoussam, etc. Donc il y a eu beaucoup de préjugés, beaucoup d'ignorance. Pour moi, ça tient à de l'ignorance. Ce qu'on appelle le tribalisme, ça tient à l'ignorance. Les Bamoun vont dire, par exemple, un Bamileke, ils vont l'appeler Munkoutou, c'est-à-dire l'homme d'en haut. Le pluriel, c'est fort en PA. Vous avez du Munkoutou, qui veut dire, en tika, on dit moins, qui est l'enfant, et en Bamileke, on va dire mou, pour dire l'enfant. Mais mou, en Bamoun, veut dire le feu. Voilà, mais on arrive à s'entendre. Donc, quand ils disent Pankoutou, c'est les gens d'en haut. Chez les Bassa, ils appellent les Bamileke. Un Bamileke, c'est Mangila. Plusieurs Bamileke, c'est Bangila, etc. Donc, ces parlers vont se retrouver, mais il n'y a rien de, comment on va dire ça, de désobligeant. Parce qu'il faut bien indiquer, il faut désigner les gens par un certain vocable. Et vous avez ça dans tous les dialectes. Mais il y en a qui prennent pour faire oui, mais quand vous dites Bafoussam, Bafon, mais on va aussi te dire Bafoussam. Je m'adresse à Eleonore pour vous dire, on va dire Bafoussam, Bafoussam, toutes ces choses-là. Mais le B, à l'origine, est une déformation parce que les Bamous, eux, indiquaient, appelaient les autres Pableuk. C'est comme ça qu'on a désigné les Bamileke et puis on a remplacé subtilement le B, le PA par le BA. Etc. Oui, c'est. Non, les quoi ne désignent pas forcément les nordistes, hein, Yao Deutsch. Les nordistes, les Bamileke vont les désigner comme les Nkassa. Mais qui est en Aoussa, la façon dont les Aoussa eux-mêmes se désignent. Mais par amalgame, les Bamileke vont désigner tous les nordistes comme les Nkassa. Appellation même qu'ils vont étendre aux Arabes et accessoirement aux Indiens. Voilà, Yao Deutsch, je ne sais pas d'où vous êtes, mais quoi, chez les Bamileke ne désignent pas les nordistes. Les nordistes sont désignés comme les Nkassa, etc. Alors, effectivement, les Bafans sont les Féfés et les Bafoussans les appellent les Fans. Oui, c'est vrai, mais les Bafans ne sont pas les Féfés. Les Bafans parlent le Féfé. Il y a un terme pour ça en anthropologie, je vais chercher ça. Mais les gens amalgament les langues et les personnes. Ils parlent de féfé, mais ils ont un nom que je vais trouver. Et beaucoup de gens vont amalgamer beaucoup de gens vont amalgamer les Bafans et les Bana, ce qui n'est pas la même chose. Oui, les Bana se trouvent administrativement de Bafan, qui est un chef-lieu, je ne sais pas si c'est le Roncam, mais un Bana n'est pas un Bafan. C'est pas la même chose. Mais par amalgame, il y a des gens qui amalgament les Bana aux Bafan. Ce n'est pas les mêmes gens. Oui, Modou, oui, qui est différent, qui ne se comporte pas. Ça dit, c'est l'expression de la différence. Certains vont même dire étranger. Si vous prenez des appellations Tika, on va quelqu'un qui n'est pas, on dit c'est un étranger, mais pas un étranger au sens hostile du terme. Voilà.
Mais le médicament du tribalisme, c'est l'éducation. Vous faites l'éducation, euh, vous faites l'éducation, vous allez éradiquer le tribalisme. Le tribalisme n'est que... Nous avons vu ça. Je suis allé, quand j'étais étudiant en Suède, on allait l'été vendre les tableaux en Norvège. On est arrivé dans un village, le monsieur, il est sorti avec la carabine et tout. Et puis nous lui avons dit en norvégien, non, nous sommes étudiants en Suède, on vient... Ah bon, vous parlez notre langue, entrez, vous voulez manger quelque chose. Voilà, donc le tribalisme est l'expression, ce qui est valable du tribalisme l'est pour le racisme. Ce sont les expressions d'ignorance, tout simplement. Ce sont les expressions d'ignorance. Alors, cela peut aussi être assimilé à ceux qui sont en tête ou en avant. Oh, ça dépend. Vous avez un mot et vous avez des préjudices. Si je vous prends le mot cynisme en français, euh, quand je vous parle du cynisme, si vous n'êtes pas initié, vous pensez que le cynisme est un mot négatif. Mais à l'origine, c'est un concept philosophique que nous devons à Diogène de Sinope. Diogène de Sinope est comme, on va dire, comme un stoïque. Il se fout du matériel, il s'est dit, je peux vivre en me passant du matériel. Le cynisme était en philosophie vu comme quelque chose de bien. On peut même dire quoi, un mode de vie avec sobriété. Mais aujourd'hui, le cynisme a évolué pour désigner toute autre chose comme le machiavélisme, qui peut même aller au sadisme. Donc, tout dépend des hommes, tout dépend de comment vous vous exprimez et du contexte dans lequel vous le faites. Donc voilà. Oui, Vitam, j'ai pas mal de petits bouquins en chantier à l'intention des plus jeunes, justement. Donc, on est à l'œuvre, c'est pour ça souvent je vous donne rendez-vous, je ne viens pas, etc. Parce que bon, il faut se presser. Kizerbo disait que chaque fois que un vieillard disparaît, c'est un témoin d'histoire qui est éliminé. Alors nous, on essaye de transmettre ce que nous savons avant de quitter ce monde. Donc, j'ai quelques trucs en chantier et je vous dirai le moment venu. Donc, voilà. Alors, je vous parlais de Alice Fauchivet, la femme de Fauchivet. Elle s'est retrouvée elle s'est retrouvée dans cette situation par un malentendu. On dit qu'on a diagnostiqué un cancer en phase terminale chez la maman de Chantal Biya. Les médecins lui donnent 6 semaines pour vivre. La femme de Fauchivet lui dit, écoute, allons dans le Noun, je connais les gens. On va, on l'amène dans le Noun, on la soigne. Elle va vivre plusieurs années. Donc, de ce jour, l'entourage de Biya et de Chantal est persuadé que Alice Fauchivet est dotée de pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs surhumains. Donc, mais elle en fait trop. Et elle commence à inventer des choses. Il y a Chantal Biya qui va accoucher de son deuxième fils avec le président, de son deuxième enfant avec le président, je pense que Paul Biya Junior, à Paris. Et Madame Fauchivet dit, voilà, si vous laissez aller la femme de, comment on l'appelle, Avava, elle va aller pour tuer l'enfant de Chantal. Les gens commencent à avoir peur d'elle. Elle est dans le même cas que Adja Awa, que vous voyez. Parce qu'au début, Adja, elle se rend indispensable, comme a fait Nicolas Sarkozy pour se retrouver chez les Chirac. Mais à un moment, le vieux n'est plus en mesure. Donc, elle dit des choses. Par exemple, quand elle dit que Ngongo, lorsqu'elle parlait des parties intimes de Chiroma, ça amusait les gens. Mais à partir du moment où elle dit que Ngongo couche avec Cortez, Christian Cortez, avec qui j'ai grandi en football, qui vendait des oranges à la mission catholique sur un plateau, si mon ami Roger Kabila est là, il peut témoigner. À partir du moment où elle commence à dire ça,
Alors que Chantal est amoureuse de Ngongo, d'ailleurs, pendant longtemps, elle ne lui a pas adressé la parole. Et c'est ça qui va valoir des ennuis à Samuel Eto'o. J'y viens. Ngongo s'est engagé à l'épouser. Parce que première dame, un jour, première dame toujours. Parce que qu'est-ce que va devenir si Biya n'est pas là? Donc, ils ont un pacte secret. Je fais de toi le président. Vous voyez, nous repartons sur Rome. Britannicus, Britannicus, Agrippine et Néron. Je fais de toi le roi. J'empêche tout remaniement ministériel. Ngongo est en train de battre tous les records au secrétariat général de la présidence. Et une fois que le vieux se casse la pipe, tu m'épouses dans la foulée et je reste première dame. Mais Ngongo va se marier. Et ce n'est pas du goût de Chantal. Donc, pour le fait paniquer, elle active Laurent Esso, on lance, on convoque Ngongo, qui a volé l'argent de la CAN, qui a volé l'argent du Covid, qui a volé l'argent de Eno, machin, pour l'électricité, plus de 400 millions. Je parle de 400 millions d'euros. Hein. Donc, elle veut lui faire peur, on le convoque, et au dernier moment, elle fait intervenir le président pour lui dire, écoute, rappelle-toi qui t'a fait roi. Donc, nous en sommes là. Mais c'est ce qui va valoir à Eto'o de façon naïve. Il arrive dans un lac des Caïmans, parce que lui, il a un autre agenda. Du jour où George Weah est devenu président au Libéria, Samuel Eto'o n'a plus fermé l'œil de la nuit. Il a voulu faire comme George Weah, parce que George Weah, quand il était sénateur, les gens se moquaient de lui. C'est Drogba qui va le voir. C'est Drogba qui lui dit, grand frère, prends le temps, repars à l'école. On apprend à tout âge. George Weah lui dit, ah bon, hein? Il dit, non, tu peux le faire. Si tu veux, vraiment, tu peux le faire. Weah, il est là-bas. Il dit de lui-même que certains étudiants avaient l'âge de ses enfants. Drogba lui raconte, lui, sa vie. Parce que Drogba est né en Côte d'Ivoire. C'est son oncle qui le fait venir en France alors qu'il a 5 ans. Il habite à Levallois-Perret. C'est dans le 93, les Hauts-de-Seine. Il arrive, il joue bien au ballon. Donc, on veut le recruter. Son oncle lui dit non. Didier, je ne t'ai pas fait venir pour jouer au football. Je t'ai fait venir pour que tu ailles à l'école. Parce que la possibilité que tu as ici, tu ne l'as pas en Côte d'Ivoire. Alors, tu veux jouer au football, on va faire un deal. Tu vas à l'école, tu passes tes diplômes, et après, tu joues pour qui tu veux. Donc, il est expert comptable. C'est lui qui gère ses propres affaires. Il a 6% dans la société des raffineries du pétrole de Côte d'Ivoire. Donc, quand Eto'o joue dans Chelsea, il veut faire la même chose. Mais il méconnaît la sociologie politique du Libéria. C'est un pays où j'ai vécu. En une journée, avec la voiture, j'ai fait tout le Libéria. Ce n'est pas le même contexte que le Cameroun. Donc, il veut recopier, il veut reproduire au Cameroun ce que Weah a fait au Libéria. Mais Weah a commencé par gagner des mandats locaux. Il a été sénateur. Donc, pendant qu'il joue à Chelsea, il va dans mon ancienne université, London School of Economics and Politics, il s'inscrit. C'est l'époque où le fils Kadhafi faisait des choses là-bas. Et après, il est parti sans nouvelles. Et on apprend qu'il s'est fait remettre le doctorat honoris causa dans une université à Lyon. Mais le doctorat honoris causa n'est pas un mérite académique. C'est quelque chose d'honorifique. Même Samuel Ndo, le président libérien qui était marmiton, avec le gars de sergent, l'avait eu. Aïdjo l'avait eu. C'est quelque chose de symbolique. Ce n'est pas comparable à un doctorat académique. Bref, il arrive au Cameroun. Il a sa virginité, mais il a des amis qui lui disent, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ces galères? Parce qu'il aurait pu accomplir ce truc, mais à condition. Nous, on lui avait écrit à l'époque, ne va pas dans cette histoire, tu vas prendre que des coups. Donc, il va dans l'histoire, mais lui, il ignore que
Chantal Biya veut se servir de lui pour rendre Ngongo jaloux. Ngongo, c'est le patron de Moelle Combi, le monsieur à la moustache. Donc, Eto'o rentre dedans, il pense qu'il a le soutien du président. Mais il ne sait pas que le président ne contrôle plus rien. Car depuis 2019, le président, ce qui est tout à fait illégal, a signé une délégation de pouvoir. On peut signer une délégation de signature, mais pas une délégation de pouvoir. On ne délègue pas un pouvoir souverain. Si vous êtes préfet, vous pouvez déléguer certaines tâches subalternes à vos subordonnés. Mais on ne délègue pas les questions de souveraineté. Parce que Biya, pour peu qu'il ait été élu, c'est lui que le peuple camerounais a élu. Et s'il est dans l'incapacité de conduire cette mission, il remet le mandat au peuple. Parce que la souveraineté revient au peuple. Donc, on ne fait pas des délégations de pouvoir. On peut faire une délégation de signature. Aïdjo le faisait. Il est allé à la Mecque, il dit voilà, vous signez pour moi, voilà, le test est fait. Ça, c'est autre chose. Même ici en Occident, vous avez la délégation de signature. Mais on ne délègue pas le pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit d'un pouvoir électif émanant des questions de souveraineté. Parce que la souveraineté s'exerce par le peuple qui vous donne mandat. Et si vous ne pouvez plus, vous remettez ce mandat au peuple qui le confie à quelqu'un d'autre qui l'aura désigné. Mais depuis 2019, c'est-à-dire Biya s'est fait élire en 2018, dans les conditions que vous savez, mais une année plus tard, il était incapable. La nature lui a fixé une limite. Il a confié le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas élu, quelqu'un à qui absolument rien n'autorise à cela. Juste parce qu'il couche avec la première dame. Et tout, il arrive dans cette histoire, il pense qu'il a le soutien du président, mais il ne sait pas que le président n'est plus en état. Donc, Chantal se sert de lui pour rendre Ngongo jaloux. Ngongo en veut à mort à Samuel Eto'o. Au moment où Samuel Eto'o va comprendre que le vrai patron, ou la vraie patronne, c'est madame la vice-présidente, comme l'appelle le président. Donc on est dans cette... Mais il a compris, ils ont fait la paix des braves, avec Ngongo. Il a fini par comprendre les choses. Les gens lui ont parlé dans la sous-région. Sassou Nguesso lui a parlé de faire le tout tempo. Il est plutôt dans une logique du partage de pouvoir. C'est-à-dire que si Ngongo est élu, enfin, s'il capte le pouvoir, parce que c'est ce qu'il calcule, Maître Chantal Biya, ce serait fort de café, ce serait exagéré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de trouver un moyen. On réfléchit à un moyen. Parce que Kanto étant là, Kanto était un trouble fait. Donc, on trouve un moyen pour subtilement, insidieusement, glisser la candidature de Ngongo, faire avaler la pilule aux Camerounais et que les Camerounais s'habituent à lui. Mais vous amenez Kanto là-bas, mais c'est un trouble fait. Parce que ils sont en train de réfléchir à un mécanisme. Parce que Biya n'ira pas au bout de sa candidature. Parce qu'il faudra quand même qu'il descende de son lit, de son fauteuil, pour venir battre campagne. Même s'il va faire 12 minutes, comme il a fait il y a 7 ans à Marois, et on lui a répondu avec des pancartes, et les lui ont dit, nous ne sommes plus des moutons. Il faudra qu'il fasse campagne. Il faudra que les gens le voient. On ne va pas voter pour quelqu'un qu'on ne voit pas. Donc, ils sont en train de réfléchir à une formule où quelqu'un d'autre, dans la foulée, va remplacer Biya. Et c'est Ngongo. Parce qu'il reçoit les gens à la présidence. À quel titre? À quel titre? Si c'est au nom du RDPC, mais le RDPC a un secrétaire général. Le RDPC a des locaux. Vous ne vous servez pas des locaux de la présidence pour des questions de politique partisane. Donc,
On ne pouvait pas. Babel Julie me dit que c'est le ODC, non pas le 93. Vous avez raison. On les appelait les Pasqua Boys, Boulogne-Billancourt et tous ces endroits-là. C'est Babel Julie que je salue en passant. Donc, c'était le fief à l'époque. Toute la mafia des Pasqua Boys, Sarkozy, les Balkany, comment on appelle déjà celui qui nous a quittés, Patrick Devéjean. Les Camerounais ne sont pas prêts à accepter, mais parce qu'ils ont vu que les Camerounais acceptent tout la bouche ouverte, et maintenant ils vous parlent d'élections, on fait démissionner Issa Chiroma, on fait démissionner Bobabel Omagari, un homme qui est usé, un homme qui est comptable du bilan de Paul Biya de façon intégrale. Qu'est-ce qui reste aux Camerounais? C'est de descendre dans la rue. Mais avec méthode. Avec méthode. Mais il n'y a pas d'élection. Ngongo ne va pas quitter des cuisses de Chantal pour devenir président. Nous, on ne va pas accepter ça. Et je m'adresse aux jeunes. Donc, arrêtez de parler d'élection. Il n'y a pas d'élection. S'il y avait une élection, on aurait eu Kanto, les affrontants, quitte à se faire battre. Mais il n'y a pas d'élection. Alors, tu n'es pas déjà au pays des allongés comme l'avait été au fouet avant de déclarer. Non, mais au fouet, c'était autre chose, Eleonore. Oui, au fouet en Suisse, parce qu'on l'a opéré à l'hôpital Cochin à Paris. On a fait 2 opérations, après on l'a amené en Suisse. Les Suisses lui ont dit, Monsieur le Président, c'est fini. Allez vous reposer. Donc, il est rentré, il n'était plus en état. On a débranché le 7 décembre qui correspond à la date de l'indépendance. En fait, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le 7 août, mais ils avaient décidé d'effectuer ça en décembre. Oui, le parallèle n'est pas mauvais, mais lui partant de la Suisse, on savait, et c'est ce qu'on a dit à Biya. La fois où il nous a fait la fugue, il a disparu, on lui a dit pareil. Donc, il rentrait au Bercail mourir. Vous avez vu les photos. Et vous avez vu les photos. Alors, l'autre me dit, Emmanuel Djingue est avocat. Emmanuel Koum n'est pas avocat. Il n'est pas du tout avocat, c'est un menteur. Voilà ce qu'il est. Et il est français depuis 92, par décret du premier ministre français d'alors. Donc, il raconte des salades. Alors, est-ce que je cherche un cliché pour vous ici, très rapidement. Voilà. On va trouver ça. Parce que on ne va pas être gouverné par le boy de Paul Biya, quand même. C'est pour ça que les nordistes là, ont quitté le gouvernement. Ils ont dit, mais il est vrai, comme a dit Mongo Betty, non, c'est Ferdinand Uyunu qui l'a dit dans une vidéo de boy, qui a dit, ben, le chien du roi est le roi des chiens. Mais les nordistes ont dit, ben, on ne va pas être gouverné par le boy du roi. Le boy du roi qui couche avec sa femme. Donc, s'il veut être candidat, qu'il fasse comme tout le monde. Mais on ne va pas être. Regardez le papa, il est fini. Et regardez derrière lui, vous avez Boubabel Omagari. Regardez Boubabel Omagari. Les frères, pourquoi vous faites ça? Vous ne connaissez pas le Cameroun? Regardez l'état de ces messieurs. Je ne parle pas de Biya. Regardez derrière Biya. C'est Boubabel Omagari. Un pays où plus de 50% de la population a moins de 25 ans. Quand même. Respectez-vous un peu. Et ce qui me fait mal, c'est les plus jeunes d'entre vous qui m'écrivent pour me dire, regardez l'état de ces 2 papas. Boubabel Omagari, on lui a dit en 2022, s'il n'y a pas d'évacuation sanitaire, vous aurez un cancer généralisé. Celui-là, il peut gouverner le Cameroun. Regardez l'état dans lequel il est. Vous avez une population dynamique. Celui-là peut aller visiter les chantiers, voir l'état d'avancement des travaux. Regardez comment il est lessivé. Sa place est dans une maison de retraite. Je ne parle pas de Biya. Hein. Regardez derrière Biya, Boubabel Omagari. On n'est quand même pas un cimetière des vieillards. Biya revient de Suisse. Tout le monde sait que c'est terminé. Mais vous nous faites un show, il est grand. Mais je ne savais pas. Moi qui ai l'habitude de faire des traditions politiques, je ne savais pas que ces types allaient pousser le culot. Bon, déjà,
c'est injuste de ma part de l'accuser. Parce que nous n'avons pas la preuve. Nous n'avons pas la preuve qu'il est candidat. Qu'il est au courant. Regardez, je vous agrandis le cliché. Regardez comment Chantal et Ngongo se regardent. On sent deux amoureux. Regardez les amis, je vous laisse regarder. Regardez. Regardez comment ils se regardent. Mais le vieux, il sait tout. Et regardez le visage de Mvondo Ayolo. Il n'aime pas ça. Mvondo Ayolo, c'était un fidèle parmi les fidèles. Son père était un homme d'affaires très riche, de Meyomessala. Et Biya le voit comme un fils. Il n'aime pas ces méthodes. Regardez Ngongo, comment il regarde la femme de tout. Les deux sont là. On voit les yeux des amoureux. Et vous voulez nous fourber ça? Il s'agit quand même du Cameroun, les amis. Regardez le papa. Chantal était derrière. Quand il est revenu, on l'a mis dans cet engin parce qu'il ne peut pas descendre des escaliers. On l'a placé là. Mais on chassait les journalistes. Trop, c'est trop quand même. Même si nous sommes les derniers de la terre. C'est pas comme ça. Donc la seule chose, les amis, vous n'allez pas nous parler d'élection ici. Là. Il faut trouver un moyen pour appliquer un bon coup de pied au cul à ces gens et reprendre notre pays. Et c'est à ça que nous vous appelons. Donc, on va commencer par libérer les prisons. Quel que soit l'endroit où ils sont, le plus petit coin, on va commencer par libérer les prisons. Et ça va se faire nuitamment. Et pour le reste, on avisera. Il y a un journal qui dit le frère, quel frère? Il n'y a pas frère ici. Voilà, le gars, il est décédé. On vous montre, on fait des montages avec le nom apostolique, on vous montre des sosies, parce que les sosies, il en a, qui sortent et qui viennent faire candidat, viennent faire campagne. Acte de candidature. Donc, la seule chose qu'il nous reste à faire, et c'est bien vu, Ben, c'est la rue. Réfléchissons à cela ensemble. Comment est-ce que nous allons faire? L'histoire de l'élection s'est arrêtée le jour où ils ont écarté le président Kanto. Nous réfléchissons ensemble. Alors les amis, s'il y a des questions, je les prends. S'il y a des propositions, elles sont les bienvenues. S'il y a des gens qui veulent téléphoner, je suis disponible. Donc j'attends un peu que vous fassiez signe. Alors les sosies, c'est clair, les approuvés, ça c'est Patrick. Paul Biya a été amputé. Il a été amputé de la jambe gauche depuis 1995. Donc les gens qui le connaissent savent à quoi il ressemble. Mais tous les autres qu'on vous montre là, c'est pas lui. Regardez bien cette image. Il y a une de ces jambes qui a été amputée en 1995. Regardez bien et vous allez comparer avec les autres photos que vous regardez et que vous voyez de lui, les autres apparences. Donc il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Donc on a eu l'histoire de Adja, mais Adja, c'est le même sort qui fut réservé à Alice Fauchivé dans ces années-là. Biya, il a gâché la vie de tout le monde. Voilà. Je vous ai parlé d'Akeremouna l'autre jour. Vous avez vu le cirque qu'il est allé faire là-bas, alors qu'il aurait pu faire ce machin. Je vous ai dit, ils sont très forts au RDPC. Ils sont très très forts. C'est-à-dire qu'ils vous envoient les gens dans les gens les plus insoupçonnés. Rappelez-vous de Grace Mugabe, la femme du dictateur zimbabwéen. C'est la même chose. Elle voulait prendre le pouvoir. Et c'est pour cela que l'armée est entrée dans le jeu. Et les amis de Biya, les Ngongo, il faut leur dire, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ils ont des comptes offshore dans les paradis fiscaux. Mais ces comptes ont été identifiés par nous à l'international. Dès l'instant que le régime tombe, cet argent sera confisqué.
Ça va leur profiter à rien. Voilà. Les comptes qu'ils ont là, nous les avons identifiés individuellement. Et à l'heure où je vous parle, si l'idée leur venait d'aller réclamer quoi que ce soit, ils n'auraient pas. Donc ça, c'est une victoire. Nous avons des compatriotes, nous avons des gens qui sont sympathisants à notre cause. Je vous ai dit l'autre jour que le combat se gagne aussi euh, dans les offensives diplomatiques. Et c'est ce que nous faisons. Nous utilisons nos casquettes. C'est ce que j'avais dit, que si Kamto devenait président, ce que nous faisons en Occident, nous le ferions pour amener l'argent chez nous. Nous nous servirions de nos contacts pour faire cela. L'argent, on irait le chercher avec les dents. On avait dit au président Kamto qu'il parte, et qu'il parte avec tout, qu'il prenne tout, qu'il parte, qu'il fiche la paix. L'argent, on va le trouver. Mais ce qu'ils ont volé là, tout ce qu'ils ont mis, en passant par Malaouda, Malachi, ils peuvent dire goodbye. Comme on dit en anglais, you can kiss goodbye to that money. Vous n'allez plus jamais revoir cette couleur d'argent. Donc, si vous pensez, ce que vous avez, vous faites-le. Mais ce que vous avez dans les paradis fiscaux, vous n'aurez même pas un copec. Parce qu'on a pu identifier ces comptes. Et nous sommes nombreux à l'avoir fait. Et nous avons écrit au nom du Cameroun. Parce que ces gens sont des receleurs. Donc, les biens mal acquis, on ne saisit pas seulement le tout, on peut saisir les comptes en banque. Parce qu'un fonctionnaire qui n'a pas fait 30 ans dans l'administration, on ne sait pas où il trouve l'équivalent de 500 millions de dollars. Où vient cet argent? Donc, vous qui avez mis l'argent là-bas, vous pouvez dire au revoir à cette somme. Donc, tous ces gens, ces histoires, les histoires de maison, ça ne nous intéresse pas. C'est la pierre, ça peut se faire. Mais c'est l'argent que nous visons. Partout où ils sont passés, nous avons nos amis là-bas. C'est Aïdieu qui parlait de destin, mais je vais vous parler de ça demain. Je vous parlerai de ça longuement demain. La malédiction qu'il avait jetée sur Paul Biya, etc. Mais à nos combattants qui sont au Cameroun, identifiez-nous les domiciles des gens de l'ECA. Chaque domicile que vous identifiez, on vous donne 100 euros. Voilà. Ceux de Conseil constitutionnel, nous donnons 250 euros. Par identification, prouvé. Voilà. Donc voilà le job qu'on vous donne. Si vous habitez à côté d'un gendarme, d'un policier, dites-nous aussi. Et ça aussi, on va vous donner quelque chose. Alors, où on pensait de la pétition de Belmondo non, moi, je ne signe pas les pétitions, par principe. Je te réponds parce que tu me poses la question, je l'ai dit ici la dernière fois, moi, je ne signe pas les pétitions. Parce que signer la pétition, c'est confier à autrui ce que nous devons faire. Le moment des pétitions est passé. Nous voulons faire de l'action. Je n'en dirai pas plus pour des raisons de stratégie que je ne vais pas développer en public. Ceux qui ont envie de signer des pétitions peuvent les signer, mais moi, je ne signe pas les pétitions. Je ne suis pas un lâche. Je regrette parce que nous avons perdu 7 ans. Ce que nous devons faire là aujourd'hui, on devait le faire il y a 7 ans et je l'avais dit à l'époque. Voilà. Donc, on n'est plus au niveau des pétitions. Il n'y aura plus rien ici à la diaspora. Ça se passe au Cameroun sur place. Voilà. Donc, nous travaillons à cela. On ne signe pas de pétition. S'ils veulent faire des élections, qu'ils fassent des élections. Chacun ses munitions. Donc, notre objectif, c'est de reprendre notre pays. Et avec les moyens que nous allons nous donner. Ça va prendre du temps. Mais ce pays sera ingouvernable. Ingouvernable. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis. Demain, nous nous voyons à partir de 20h de Londres. Il sera 21h à Paris ou 21h à Londres, 22h, etc. Voilà. Merci pour votre attention. Gardez foi au Cameroun parce que le but de mes interventions, c'est pour que vous gardiez le moral. Rien n'est perdu. L'élimination du professeur Kamto, c'est le déclenchement du processus de la libération de notre pays. C'est ce que j'ai à vous dire. Ceux qui ont les oreilles comprennent. Bonsoir.